BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour dans 60 minutes business sur BFM Business évidemment. Alors je vous le disais, ce soir et demain c'est la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine avant les élections de novembre prochain. Les marchés regardent ça évidemment. Donald Trump lui aussi va regarder ça de très près. Et nous on en parle quelques instants avec Stéphane Marchand. Bonjour Stéphane Marchand. Bonjour. Bonjour, rédacteur en chef du mensuel Pour l'écho. Voilà, pour agir, comprendre l'écho compte. C'est un mensuel, c'est ça. C'est un mensuel économique, oui. 11 fois par an. 11 fois par an. Et une plateforme sur Internet bien sûr, qui vient d'être renouvelée. C'est notre nouvelle formule. Et voilà le dernier numéro que je montre ici pour nos auditeurs téléspectateurs, surtout les téléspectateurs. Donald Trump va regarder très près ce que va nous dire la Fed là, au cours des 2 prochains jours, Stéphane Marchand. C'est crucial pour lui, c'est le money time là, véritablement. C'est la dernière réunion avant l'élection, donc évidemment la tonalité est quand même importante. Si la Fed envoie un message comme quoi la situation économique est très grave, évidemment, ça pourrait inciter les électeurs à faire des choix. Et en même temps, la grande question, c'est de savoir si les électeurs vont penser à l'économie uniquement. En général, c'est le cas aux États-Unis. Il n'y a que l'économie qui les intéresse. Bien sûr. Ou alors, est-ce qu'ils vont mettre le facteur Covid ? Et là, s'ils commencent à trop penser au Covid, eh bien, Donald Trump risque d'avoir un gros problème parce qu'il a une gestion absolument catastrophique du sujet, sur le fond, sur la forme, scientifiquement, bien entendu. Alors, évidemment, on a du mal à penser que l'électeur américain ne va penser qu'à l'économie. C'est normal, Stéphane, évidemment. Mais c'est vrai que vous dites traditionnellement, l'électeur américain, au jour de l'élection, il regarde quoi, l'état de son portefeuille ? Il regarde l'état de la bourse, tout simplement. Alors, en France, on a tendance à se tromper sur la puissance du président américain. Les Américains ont une vision très pragmatique du job du président. C'est de délivrer des emplois et de la croissance, en gros, et puis de la sécurité globalement. Mais c'est pas comme nous, il n'est pas censé tout faire, tout régler, tout décider. C'est pour ça qu'en fait, la manière dont ils vont raisonner le jour de l'élection, on a du mal à s'en faire une idée. Mais peut-être que l'économie va quand même l'emporter sur le Covid, peut-être. Et là, on mettrait au crédit de Donald Trump tout ce qui a été fait en matière économique jusqu'à il y a quelques mois où les chiffres étaient très bons, même si Donald Trump a ce type bénéficié de ce qui s'est joué avant qu'il arrive aux affaires. Ça, c'était un autre débat. Mais aujourd'hui, elle va comment cette économie américaine fondamentalement, Stéphane ? L'économie américaine, elle va plutôt bien, évidemment. Alors c'est très très dur de dire ça quand vous pensez qu'entre mars et avril, il y a eu 22 millions de suppressions d'emplois. Le taux de chômage, il y a combien ? Aujourd'hui, il est revenu, je crois, à 11, mais il est tombé, il était à 14, et c'était le pire chiffre depuis à peu près 50 ans. Donc en France, ces 22 millions, c'est l'équivalent de près de 4 millions de chômeurs. Donc c'est absolument gigantesque. Cela dit, j'insiste une deuxième fois, les Américains sont des pragmatiques. Ils vont regarder, est-ce que Donald Trump, quand il avait l'occasion de le faire, a fait ce qu'il fallait ? Et du point de vue de la puissance de l'économie américaine, du point de vue des entreprises américaines, du point de vue de l'emploi, en général dans son mandat, il a plutôt fait ce qu'il fallait. Donc s'il tombe le 3 novembre face à Joe Biden, ce sera probablement pour d'autres raisons. On imagine assez volontiers lesquelles, parce que par ailleurs, sa gestion en tant que président a été à la fois catastrophique, dangereuse et grotesque. Donc les Américains ont le choix dans les adjectifs pour ne pas voter pour lui le 3 novembre. Vous avez vu que la Fed désormais élargit un petit peu sa palette de prérogatives. Elle était concentrée sur l'inflation. Désormais, elle va se concentrer aussi sur le plein emploi. Ça, c'est une véritable révolution, ça, pour le coup. C'est très, très nouveau. Vous savez, on a... Mais ça correspond à quel besoin et pourquoi maintenant, finalement ? On a, dans le magazine que vous avez sous les yeux, que vous avez montré tout à l'heure aux téléspectateurs, un grand article sur ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne. Ça veut dire, en gros, on peut emprunter beaucoup et ne pas craindre le retour de l'inflation. Alors si ça c'est vrai, ça expliquerait peut-être pour partie la décision de la Réserve fédérale. Finalement, laisser filer un petit peu l'inflation, c'est pas très grave si on est capable de revenir rapidement au plein emploi, ce qui, je vous le rappelle, était le cas en février 2020. C'est vrai, on était au plein emploi en février dernier, il y a seulement 6-9 mois effectivement. Mais la Fed, comment est-ce que vous regardez ce rapport qui a été quand même assez conflictuel entre la Réserve fédérale américaine et Donald Trump finalement ? C'est quand même une drôle d'histoire. On a même cru comprendre à un moment donné que Donald Trump allait se servir de la Fed comme argument électoral en disant voyez ce que fait la Fed. Finalement, c'est la Fed qui, en baissant pas ses taux, c'était le débat il y a encore quelques mois, finalement, entrave la reprise, entrave la création d'emplois. Finalement, vous savez que Donald Trump se caractérise par un narcissisme complètement pathologique. Et l'idée que les bonnes nouvelles de l'économie américaine puissent être attribuées à la Fed plutôt qu'à lui, lui fait sans doute très très mal.
au regard de ce narcissisme-là. Mais je ne plaisante pas. Beaucoup de ce que fait Trump, c'est lié à sa psychologie personnelle. Donc, je ne sais pas si c'est... Alors évidemment, par ailleurs, c'est un ancien promoteur immobilier qui aime la croissance et qui sait très bien que quand le bâtiment va, tout va. Donc, à cet égard-là, c'est un obsédé de croissance, c'est un obsédé de développement, et d'une certaine manière, ça colle bien à l'image que les Américains se font de ce qu'ils veulent. Il y a des sondages qui sont intéressants. Voilà, on prête plus à Trump la capacité de faire marcher, tourner l'économie, faire du business. On ne prête pas les mêmes qualités à Joe Biden aujourd'hui. Est-ce que c'est un handicap véritablement ça pour Joe Biden aujourd'hui pour vous Et pour vous qui est le candidat des marchés, voilà, deuxième question, je rajoute ça déjà. Sur Biden déjà, pour vous. Alors, Joe Biden, c'est un personnage qui est dans la politique américaine depuis très longtemps. C'est un démocrate centriste. À cet égard, on sait très bien qu'il est pour le libre-échange, pour un certain nombre de qualités qui sont assez consensuelles aux États-Unis. Cela dit, dans la situation actuelle du Parti démocrate, c'est pas du tout la même qu'il y a 4 ans. La gauche du Parti démocrate, entre guillemets socialiste, celle que représentait Bernie Sanders pendant les primaires, a quand même pris un certain pouvoir, ne serait-ce qu'un certain pouvoir d'influence sur les thèmes. Donc, si les électeurs américains, qui se méfient dans leur grande partie du socialisme quand même, lui attribuent cette dérive possible-là, il risque d'avoir des problèmes. Outre le fait qu'il est relativement âgé et que... Trump va appuyer là-dessus forcément au cours des prochains mois. Bien sûr, mais cela dit, Joe Biden, c'est un démocrate centriste pour ce qui le concerne lui-même. Est-ce que ça doit nous pousser à considérer que Trump reste le candidat des marchés de Wall Street pour vous aujourd'hui? Certains disent après tout, il est ce qu'il est, mais c'est son deuxième mandat. Voilà, il peut laisser filer les choses maintenant. Il ne va pas forcément être dans la surenchère avec la Chine, sur d'autres sujets. Pour vous, qui est le candidat des marchés aujourd'hui? Le candidat des marchés, c'est difficile de le dire, parce que les marchés, ils aiment bien avoir tous les candidats dans leur poche. Et quand vous regardez après les donations des grands acteurs financiers américains, vous apercevez qu'ils ont donné énormément à l'un et à l'autre. Donc c'est difficile de dire ça. Moi, je trouve que Trump devrait rester le candidat des marchés, parce que finalement, son track record, comme on dit là-bas, a été super positif pendant ces 4 ans. Mais les marchés ne pensent pas qu'à l'économie quand même. Il y a un niveau de dérive politique, il y a un niveau d'appel au chaos, il y a un niveau de viol des prérogatives constitutionnelles de la Maison-Blanche. Trump a été très très loin, et même les marchés n'aiment pas ça. C'est peut-être ce qui nous attend, parce que de plus en plus de voix nous disent on n'aura pas de résultat ferme et définitif dès le 3 novembre prochain. Qui plus est, si le vote, les sondages donnent Biden gagnant, est-ce que Trump va quitter la Maison-Blanche? Est-ce que tout ça va pas être source d'instabilité finalement pour le pays et pour les marchés par ricochet finalement? Trump a dit clairement, je ne peux perdre que si l'élection est truquée. Il l'a dit. Et ensuite, il a dit aux gens de voter à la fois par la poste et dans les bureaux de vote, ce qui est illégal. Donc par conséquent, il a une stratégie du chaos qui est très dangereuse. Et pour revenir au marché, voilà, il est peut-être en train de franchir la frontière qui sépare la crédibilité de la non-crédibilité. On verra ce qui se passera à ce moment-là, quand on y sera au 3 novembre. Bien en attendant, les marchés qui vont regarder de près, et Donald Trump d'ailleurs, ce que nous dira la Réserve fédérale américaine ce soir. Merci beaucoup Stéphane, merci infiniment d'être venu voir. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho.